Amis fidèles de Diaspora Mag 5, encore un nouveau numéro ici à Brazzaville où nous nous trouvons à l'occasion des festivités de la fête de l'indépendance. Mesdames, messieurs, nous sommes en train de sillonner un peu par-ci par-là à Brazzaville, bien entendu, pour avoir les informations sur la culture, la musique, mais pas que dans ça, car l'invité de cette émission est très spécial. Nous le connaissons tous ici à Brazzaville, même un peu partout au niveau de la diaspora. C'est un ancien de la diaspora, peut-être même du côté des États-Unis, mais il est désormais ici à Brazza. C'est un homme, je dirais, qui a, entre guillemets, la grande gueule, non? Un homme plutôt qui dit tout clairement, comme les gens peuvent peut-être se cacher ou encore mâcher les mots. Lui, il n'est pas trop là-dessus. Et c'est quelqu'un qui aide beaucoup de monde, en tout cas. Il fait du bien à la population. Il est très populaire. Et lui-même aussi peut se faire du mal tantôt. Mais nous allons l'écouter encore une fois, mesdames, messieurs. C'est un invité prestigieux. Voici pour vous l'homme qu'on appelle Joe Washington Ebina, que vous découvrez sur ce deuxième plan. Joe Washington, monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes contents de vous recevoir ici, on va dire chez vous, vu que le cadre, c'est pas de la publicité, mais le cadre en tout cas qui nous reçoit, c'est bel et bien l'hôtel Saphir. Alors, monsieur Joe Ebina Washington, comment vous vous portez? Très bien. Très Merci, bien. ça va, ouais. Ok. Alors, ça fait un moment, le Congolais connaît Joe Ebina comme étant quelqu'un qui est un artisan de... En fait, il veut de la justice, il fait beaucoup de choses, en même temps il aide les gens, mais nous remarquons un silence de cathédrale du côté de M. Ebina. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a été muselé finalement? Absolument pas, je crois que vous avez peut-être pas la bonne information, mais vous ne suivez pas assez nos actions. Oui. Au quotidien, nous continuons à travailler pour apporter l'assistance aux populations. Oui. Et donc, peut-être qu'au niveau de la diaspora, Ouais. l'information n'arrive pas. Mais vous savez, tant qu'il y a la misère au Congo, nous sommes dans l'action. Il y a quelque chose qui attire tout le monde depuis quelques jours au niveau de enfin ici à Brazzaville, le discours à la nation du chef de l'État. Vous avez eu à tenir des propos genre ce sont des dépenses qui n'étaient pas utiles. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est la fête nationale. Il faut faire la fête, Oui, normalement. la fête nationale, la fête, elle est pour qui? Pour les Congolais. Si elle est pour les Congolais, mais les Congolais vivent dans la misère. Les Congolais ont d'autres priorités que simplement de dépenser énormément d'argent autour d'un défilé budgétivore. Le défilé coûte beaucoup trop cher. Je considère que c'est ma lecture, qu'un défilé au Congo avec la réalité congolaise, la misère nationale, avec tout ce que nous vivons, manque d'eau, manque d'électricité, précarité de vie, un défilé n'est pas une priorité. Donc voilà pourquoi j'ai dénoncé le fait que c'est encore une dépense de trop. Et en plus c'est chaque année, donc chaque année dépenser autant d'argent. Je crois que les Congolais ont beaucoup plus de priorité à se soigner à autre chose que de dépenser simplement en une journée tout cet argent. Pourtant, cette année, ils ont quand même fait des choses au minimum. Ils ont limité un défilé seulement militaire. Ils n'ont pas fait des folies comme d'habitude, genre beaucoup de dépenses et tout. C'était un défilé restreint quand même. C'est pour les économies aussi. Pour vous, il est restreint. Mais cela reste un défilé budgétivore. Tout ce qui, cette parade, les cérémonies, les invitations, tout ce qui est fait coûte énormément cher. Ce n'est pas ma lecture. Je considère qu'il y a mieux à faire et je considère que les priorités doivent être d'abord au service de la population. Priorité au service de la population. Mesdames, messieurs, notre invité qui est Joe Washington Ebina est un grand défenseur des droits humains et des libertés fondamentales. En tout cas, c'est quelqu'un, nous savons, les images défilent toujours de partout. C'est vrai qu'on a dit qu'il a été muselé. Non, ce n'est pas le cas, parce qu'ici, il y a plutôt des activités qui se passent, qui se tiennent. Au niveau de la diaspora, c'est vrai que ce n'est pas forcément médiatisé, mais on doit quand même avouer, monsieur Ebina, vous avez eu à tenir des propos, vous êtes plusieurs fois incarcéré, mais noté même devant nous, devant des gens, on vous prend parce que vous avez dit une parole déplacée à l'endroit du gouvernement, tout ça là. Ça par contre, vous allez plus trop loin par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous considérez comme étant aller trop loin. Il y a une réalité au Congo qu'il faut dénoncer. Oui. La vie au Congo est une vie précaire pour beaucoup de populations. Et si vous êtes à Brazzaville, vous allez remarquer que depuis un certain temps, en plus, il y a le manque d'électricité un petit peu partout. Oui. Amélioration ou pas, mais il y a beaucoup de d'électricité. C'est ce que j'allais dire. Non, non. À l'heure actuelle, je ne peux pas parler d'amélioration.
Il y a trop de coupures. Je vais vous dire un truc, je vais vous dire une concertation, cette analyse très simple. Il y a 30 ans, les Congolais vivaient mieux qu'ils vivent aujourd'hui. Il y a 30 ans, l'électricité était beaucoup plus stable qu'aujourd'hui. On peut parler d'amélioration. Donc les propos sont en relation avec la réalité des populations. Nous n'inventons pas la réalité et la réalité elle-même dénonce la misère nationale. Donc il n'y a pas de quoi dire autre chose que de relater les faits d'un vécu difficile. Monsieur Ebina, je l'ai dit au départ, vous êtes une grande gueule, bon c'est peut-être pas le mot, vous ne mâchez pas, vous n'avez pas la langue dans la poche, vous dites des choses à la place des Congolais qui n'oseront pas faire ce que vous faites vous. Comment arrivez-vous déjà et vous vous cachez derrière qui? Pourquoi vous n'avez pas froid aux yeux pour dire des choses comme ça? Non, je crois que c'est un problème de conviction. Oui. C'est un problème de ce que l'on croit et de ce que l'on... par rapport à son éducation. Je crois que c'est un problème de conviction. Je n'ai jamais accepté l'injustice. Je n'ai jamais accepté de considérer qu'un pays, il devrait y avoir certains qui en profitent et d'autres qui souffrent. C'est un problème de conviction, c'est un problème de ce que l'on croit, de valeurs. Chacun défend ses valeurs. S'il y a des gens qui considèrent que leur vie, ce serait mettre une population à genoux ou mettre une population dans la pauvreté, je considère que ce n'est pas normal. Voilà pourquoi nous nous battons au sein de la Fondation Ebina à trouver des solutions dans les hôpitaux et ailleurs, mais aussi dans les droits de l'homme. Parce que cette injustice est inacceptable à certains moments. Et certains d'autres poussent les idées un peu trop loin. Pourquoi à chaque fois quand M. Joe Ebina est incarcéré ou encore interpellé au niveau de la justice, il est relaxé systématiquement? Non, je ne sais pas quel exemple vous prenez. Je n'ai pas été arrêté beaucoup de fois. Lorsque j'ai été interpellé le 4 mars. Oui, d'accord, mais c'est ça, c'est la vérité. Vous savez, au Congo, on n'aime pas toujours la vérité. Dire la vérité, parfois, on est dérangé. Mais je crois qu'il ne faut pas en abuser non plus. Je n'ai pas été excessivement arrêté. J'ai une expression dans ma façon de concevoir la République. Et donc voilà. Mais dire que je suis privilégié parce que je n'ai pas été trop arrêté ou bien je suis arrêté et relâché, c'est une considération fausse. Parce que grâce à tout ça, enfin à cause de tout ça, les gens pensent même, il y en a qui arrivent jusqu'à dire, est-ce que c'est pas un arrangement, ils poussent de la gueule, on l'arrête, un arrangement avec qui? Le neveu, je ne sais pas, il est intouchable, on va dire. Non, je ne sais pas. Non, non, non. Écoutez, il faut être sérieux avec le combat que l'on mène. Oui. Je ne pense pas être intouchable. C'est totalement faux. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Oui. Le problème est de savoir, est-ce que les populations que nous défendons au quotidien considèrent que ce que nous faisons est vrai ou pas vrai. Il ne faut pas témoigner seul. Il faut demander aux gens que nous rencontrons, oui, que nous nous battons à trouver des solutions, que nous essayons de libérer dans les prisons par rapport aux droits, par rapport à nos revendications. Oui. Est-ce que nous sommes vrais dans cela ou pas? Il n'y a pas de considération à savoir que non, mais privilégié. Il n'y a pas de privilégié. Vous pensez que ça fait plaisir que les gens soient arrêtés? On est privilégiés en vertu de quoi? De toute manière, nous n'arrivons pas, il faut le dire, à résoudre tous les problèmes. Nous n'arrivons pas à régler les situations d'injustice ou les situations qui existent au Congo. Mais nous essayons d'apporter notre volonté à l'amélioration de ça, à l'amélioration des conditions, à l'amélioration du droit, du respect du droit. Mais ce n'est pas un privilège. C'est faux de considérer que c'est aussi simple. Alors la Fondation Ebina, c'est vous qui la dirigez, on va dire? Oui, d'accord. Je suis président de la Fondation Ebina. D'accord. On a vu plusieurs fois des gens dans des situations de détresse, des maladies, des malformations, beaucoup de choses. Vous intervenez beaucoup sur ce genre de choses. Il y en a de plus en plus ces derniers temps? Ben, écoutez, non, la pauvreté, elle est toujours là. Elle ne s'améliore pas beaucoup. Vous savez qu'au Congo, on a un grand problème d'assistance sociale. Vous pouvez être malade au Congo, mais malheureusement, il n'y a pas, on a dans les hôpitaux, il n'y a pas d'assistance. Donc beaucoup de gens meurent par manque de moyens. Et c'est là où souvent nous essayons d'intervenir, en essayant par rapport à nos moyens, nos petits moyens, de trouver des solutions, de trouver des médicaments, d'accompagner les mères qui accouchent à certains moments, les triplés. Vous savez, c'est à ce moment-là que nous intervenons. Mais c'est pas facile, la misère elle est là, elle est grandissante. On ne peut pas vous dire aujourd'hui qu'il y a moins de pauvreté au Congo, sur quel barème il faut le dire. Non, la difficulté est toujours présente. Il y a un peu, je considère que, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on analyse la situation du Congo, il y a 30 ans, il y avait moins de violence dans la rue. Il y a 30 ans, il y avait moins de pauvreté. Il y a 30 ans, il y avait moins de coupures d'électricité. Il y a 30 ans, moi je sors d'une époque où les camions pulvérisaient dans la ville, hein, contre les moustiques, contre les insectes, les moustiques surtout. Oui. Ça n'existe plus tout ça. Oui. Donc la vie est devenue beaucoup plus difficile. Et donc il faut trouver des solutions à cela.
Justement, des solutions. Nous savons tous que vous avez plusieurs casquettes, vous aidez les gens dans beaucoup de choses en fait. Ces derniers temps, bon, on ne va pas dire que vous vous concentrez, mais quelles sont les actions que vous menez le plus en fait dans... Mais nous n'avons pas changé nos actions. Oui. La réalité de la misère est grande. Oui. Nous continuons à assister les gens tant que nous pouvons dans les hôpitaux. Oui. La dernière action s'est effectuée à l'hôpital militaire. Il y a une jeune dame de Moutabala qui s'est fait amputer la jambe parce qu'elle n'avait pas, d'abord elle n'avait pas assez d'argent pour se faire soigner. Lorsque nous avons reçu l'information, nous sommes allés à l'aider. Oui. Et donc nous avons soigné, malheureusement sa jambe a été amputée. Nous continuons à l'aider, cherchons à trouver une prothèse. Évidemment, il y avait moyen d'éviter ça? Il y avait moyen d'éviter quand on ampute la jambe? Non, mais la négligence. Vous savez, il y a des gens dans les familles, il y a beaucoup de familles où chaque maison peut avoir, il y a des familles qui ont des malades. Mais malheureusement, par manque de moyens, ces malades souvent meurent ou leur situation s'aggrave. Oui. Et donc, s'il y avait une assistance sociale au Congo, les gens iraient dans les hôpitaux et se feraient aider. Et d'ailleurs, une fois, j'avais bien apprécié l'action des militaires au Congo qui avaient soigné gratuitement une population au stade Ornano. Et donc, c'est ce genre d'action qui doit en principe exister pour soulager un petit peu la misère médicale au Congo. Ouais, c'est vrai, mesdames, messieurs, comme vous pouvez le remarquer, moi je vous le rappelle encore que nous recevons un homme qui fait du bien, qui aide la population, qui essaie de trouver des solutions sur plusieurs moyens. En tout cas, nous connaissons de toute façon beaucoup de témoignages, nous avons vu beaucoup d'images sur cette fondation qui est dirigée par notre invité qu'on appelle Joe Washington Ebina. Alors du coup, monsieur Ebina, nous savons que vous êtes dans beaucoup de casquettes, enfin vous avez plusieurs casquettes dans beaucoup de domaines, j'allais dire. Il y a aussi le sport. Mais pourquoi est-ce que, c'est mieux de dire comme ça, vous allez aussi prêter main forte à toutes ces jeunes que nous voyons passer par là? Nous savons que vous êtes un ancien basketteur, vous êtes un passionné du basket, vous avez résidé longtemps aux États-Unis aussi. Est-ce que de ce côté-là, la fondation, les jeunes peuvent aussi? Non, je crois qu'il faut être réaliste, on ne peut pas tout faire. Ouais. Malheureusement, les moyens ne nous permettent pas de tout faire. Ouais. C'est vrai que la jeunesse au Congo est relativement perdue. Il n'y a pas vraiment d'endroit de faire du sport gratuitement. Il y a des infrastructures quand même. Les infrastructures ne sont pas toujours accessibles. Les stades ne sont pas trop accessibles aux jeunes. Tous les gymnases là, non? Les gymnases parfois sont accessibles à certains moments, mais c'est pas, il n'y a pas une liberté. C'est pas comme un terrain ouvert comme à l'avenir du Rail à Ouenze, oui. Là où le basket s'apprend librement. Et donc il y a un grand travail à faire à ce niveau-là, d'occuper la jeunesse au Congo. Et donc au niveau du sport, nous n'avons pas malheureusement assez de possibilités pour organiser les jeunes autour d'une structure sportive. Non, ce n'est pas réaliste par rapport à nos possibilités. Et entre sauver des vies dans les hôpitaux et aller faire du sport, vous comprenez, le choix est direct. La priorité, c'est quand même la vie, la santé, oui, c'est clair. Justement, avec tout ce que vous faites, les fonds viennent forcément de ce que vous essayez de faire vous-même en retour et les économies, tout ça. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a aussi des aides, c'est-à-dire des gens qui peuvent apporter des biens, des fonds? Dans toutes les actions que nous menons, nous essayons d'inviter les populations, les personnes de bonne volonté, les bienfaiteurs à participer aux actions. Oui. Nous avons toujours pensé que la misère au Congo est une responsabilité collective, bien que les dirigeants ont la plus grande responsabilité à cause des décisions. Mais déjà, chaque Congolais, comme ça se passe partout, dans les organisations, les Restos du Cœur ou à travers les États-Unis, les fondations, il y a plein de fondations qui travaillent pour aider les populations et aider les gens. Mais nous invitons les gens à nous aider. Mais à la fin, nous sommes confrontés à une situation où souvent des gens ont leurs propres problèmes et c'est pas toujours évident de demander de l'aide. Mais on fait autant que possible. Par rapport à nos possibilités, nous essayons dans la mesure du possible de trouver des solutions. C'est pas évident. Ça fait très longtemps, monsieur Ebina, Joe Washington, je dois préciser les prénoms, vous êtes nombreux, vous êtes plusieurs. Joe Washington Ebina, ça fait vraiment longtemps que vous êtes un peu dans ce genre d'activité, faire du bien aux gens, tout ça. Et après, qu'est-ce qui va se passer finalement? Parce que vous êtes une personnalité quand même de notre pays qui est reconnue. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres ambitions derrière, en politique? Écoutez, l'ambition est libre. Ministrable. Écoutez, l'ambition est libre. C'est-à-dire que dans notre conception de la nation, il n'y a pas de blocage à notre conviction et à notre volonté, à nos ambitions. Cette question m'est souvent posée, savoir est-ce que derrière cela ne se cachent pas des ambitions. Mais je crois que tout être humain devrait avoir des ambitions. Des ambitions pas pour s'enrichir,
pas pour venir accabler encore la population, mais des ambitions pour chercher à toujours trouver des solutions dans le cadre, dans nos cadres. Est-ce que l'ambition, plus tard, nous est demandé d'aller plus loin? Écoutez, nous ne fermons aucune porte. Le plus important, c'est qu'au quotidien, nous essayons de trouver des solutions. C'est ce qui est le plus important à l'heure actuelle. Je vais retourner la question dans un autre sens. À force de faire tout ça, vous allez refuser, peut-être il n'y a pas d'ambition, vous allez nous dire que on ne vise pas quelque chose plus tard, parce qu'avec de l'expérience, avec le temps aussi, la question c'est celle-là. Est-ce que finalement, vous n'allez pas forcer dans ce sens que vos actions, tout ce que vous avez fait, force le respect et va vous imposer à accepter des responsabilités à la députation? C'est une population qui va venir vers vous, que vous le vouliez ou pas, ils veulent que vous puissiez être élu, un coup de fil pour dire que voilà, ministère de la Santé, quelque chose comme ça, parce que ce que vous faites force le respect. Est-ce que si on vous impose ce genre de choses, vous allez... Non, je ne pense pas qu'il est possible de nous imposer quoi que ce soit. C'est un problème de conviction. Déjà, notre analyse est très critique sur la gestion nationale. Nous avons toujours considéré que les dirigeants congolais à l'heure actuelle avaient plus la vision de s'enrichir et leur famille que d'améliorer les conditions des populations. Et donc déjà, je ne partage pas personnellement la manière dont le Congo est géré et ses dirigeants. Donc je ne vais pas travailler avec eux. C'est clair que je n'ai pas la même vision, nous n'avons pas la même lecture de la manière dont les choses sont gérées, dont la nation est gérée. Mais nous ne fermons aucune porte à ce qu'une génération un jour puisse réfléchir d'une autre manière la gestion publique. Trouver des solutions à un Congo qui avance, pas où certains seulement avancent. Vous savez, en 2024, il est inconcevable de toujours avoir des problèmes où les routes ne sont pas bonnes, la santé est précaire, le logement est précaire, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. C'est inadmissible en 2024, mais c'est nos réalités. Mais ces réalités-là, il ne faut jamais oublier, c'est d'abord et avant tout la responsabilité de ceux qui ont la gestion de la République. C'est une responsabilité qui malheureusement ne trouve pas de solution. Est-ce que demain, il faut réfléchir à une autre façon de concevoir les choses? Déjà aujourd'hui, on pense autrement. C'est déjà une chose. Cela peut-être veut dire quelque chose d'autre. Mais déjà, l'ambition d'améliorer au quotidien à notre niveau est déjà là. Vous dites que vous n'appréciez pas trop la manière que le gouvernement travaille, ils veulent s'enrichir eux, à la place de la population plutôt. À la fin de cette émission, on nous a suivis, un coup de fil tombe, M. Joe Ebina Washington, M. Joe Washington Ebina, on lui propose un poste ministériel. Vous allez donc tout de suite dire non? Je n'accepterai pas. Je refuserai. À ce point? Évidemment. Mais je viens de vous dire concrètement que je ne partage pas la manière dont le Congo est géré. Je ne partage pas la vision que le président de la République a sur l'évolution de la République. Je respecte leur manière, leur liberté, mais ce n'est pas ma conception, ce n'est pas ma vision. Je ne vois pas comment nous pouvons avancer dans cette manière de faire. Je vous donne un exemple très simple, qui est ancien mais qui est vrai. Et on va regarder des deux côtés. Le premier exemple que je vous donne, c'est lorsque le président de la République décide de construire des palais présidentiels dans toutes les régions. Je considère que c'est une dépense inutile, dans la mesure où la majorité des pays qui se développent n'ont pas de palais présidentiels. La Maison Blanche, il n'y en a pas deux. L'Élysée, il n'y en a pas deux. Et donc, cette conception de grandes dépenses, je ne la partage pas. Voilà un exemple. Mais je partage des grandes réformes, des grandes réalisations. Si vous me demandez, est-ce que c'est seulement la critique, je vous dis non. La route Pointe-Noire-Brazzaville, s'il n'y a rien de plus beau. Sur tout le bilan du président de la République, je considère que c'est vraiment l'œuvre de référence. Le reste, malheureusement, c'est beaucoup plus de non-réussite, c'est beaucoup plus d'échecs sur certaines réalisations que sur vraiment l'évolution du Congo. En 2024, l'électricité devait en avoir partout. C'est pas acceptable. L'eau potable devait être partout. Pourquoi, dites-moi, on n'arrive pas à trouver ces solutions-là? Pourquoi on n'arrive pas à régler ça? Donc je ne vais pas aller en plus, moi, ma modeste personne, accepter d'aller travailler avec ceux que je considère ne trouvent pas les bonnes solutions. C'est un problème de conviction personnelle. Mais libre champ à tous ceux qui croient
qu'en participant à ce gouvernement ou à être dirigeant, trouvent des solutions. C'est leur point de vue. Malheureusement, ce n'est pas ma conception de la manière dont les choses sont gérées. Dans vos propos, vous revenez tout le temps sur ce sujet, vous parlez beaucoup d'électricité, manque d'électricité, tout ça. Et on va se retrouver dans un coin, je vous pose la question et vous allez parler pour nous. Pourquoi effectivement c'est un mystère? C'est une utopie que le courant soit stabilisé avec tout ce que nous avons confondé. À votre avis, qu'est-ce qui peut se passer derrière? Qu'est-ce que ça cache en fait? Non, je crois que c'est un problème de volonté politique. C'est fait exprès? Non, c'est pas, je pense pas, je ne peux pas vous dire c'est fait exprès. Je ne suis pas dans la conception, dans l'esprit de ceux qui dirigent. Par contre, ce que je peux vous dire, après autant d'années, je considère que c'est un problème de manque de priorité et de volonté politique. Les responsables publics congolais n'ont pas la priorité de régler le problème d'électricité et le problème d'eau. Et vous avez dit, j'en parle souvent, mais je crois que je parle beaucoup plus de la santé que de l'électricité. Mais sans électricité, il y a pratiquement rien, on ne peut absolument rien faire. On ne peut pas développer l'industrie, on ne peut pas soigner les gens convenablement. On ne peut pas créer des structures pour qu'il y ait plus d'emplois. Je vous rappelle qu'au Congo, le manque de priorité pousse les jeunes aujourd'hui à aller se battre. Vous savez, le drame d'Ornano, les jeunes qui sont morts au stade d'Ornano, c'est parce que justement ils voulaient. Pourquoi? Parce que il est reconnu au Congo que l'armée populaire, l'armée nationale est cette seule structure où les salaires sont garantis. Oui. Où il y a une certaine rigueur, où les salaires sont payés régulièrement. Et donc les jeunes Congolais considèrent qu'aller dans l'armée, c'est avoir une assurance sociale. C'est-à-dire avoir une possibilité où le salaire est passé. Et être militaire au Congo, c'est résoudre quelques problèmes. C'est de l'influence aussi dans certains quartiers, dans certaines situations. Et donc les jeunes ont considéré cela. Et lorsqu'ils vont à Ornano, malheureusement, drame national, les jeunes meurent parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et donc ce n'est pas une priorité au Congo. Il y a combien d'usines au Congo? Il y a combien de structures permettront à la jeunesse d'avancer? Donc c'est une réalité. Je n'ai pas besoin moi de vous dire que le Congo ne marche pas. Vous êtes en Europe, vous êtes à l'étranger, vous savez très bien que régulièrement les institutions internationales font un rapport sur les pays les plus corrompus, sur les pays où la difficulté de vie est là. Donc c'est une réalité qu'il faut obligatoirement trouver des solutions. Évidemment, aujourd'hui, je ne dirais pas à long terme, il faut dès aujourd'hui réfléchir comment trouver des solutions. Monsieur Ebina, il y a quelques semaines de cela, il y a pratiquement 2 mois, on va dire, avant les Jeux Olympiques en France, j'étais là-bas, et nous avons vécu une situation ici. J'aimerais bien connaître votre avis. L'équipe nationale du Congo, avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est ce qui me pousse à poser la question justement. Les palais présidentiels un peu partout dans les départements, les stades de foot un peu partout dans les départements, mais nous nous sommes retrouvés à une situation qui avait plus de stades opérationnels pour recevoir et le Gabon, pardon, le Maroc et la Gambie. Et il fallait donc aller jouer à Kinshasa. Et par rapport à, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, pourtant le stade à Kinshasa était bien, nous n'avons pu aller là-bas. Nous sommes allés se faire humilier au Maroc avec un score fleuve. Qu'est-ce que vous avez comme à nous dire? C'est une honte. C'est une honte de considérer que les Congolais qui étaient une référence footballistique les années 70, aujourd'hui nous sommes devenus la risée de l'Afrique. Oui. Et pourtant on est un petit pays de génie. C'est une honte, mais je vous ramène encore à la responsabilité politique. Je vous ramène à la responsabilité de la volonté politique. On ne peut pas comprendre comment au Congo, avec toutes les infrastructures sportives qui arrivent, qu'il n'y ait pas de résultat. Il y a un problème. Mais il faut le reconnaître. Ne sont plus en bon état aussi, c'est ce qu'on dit. Non, mais à quoi? Je ne pense pas que ce n'est pas en bon état. Le problème n'est pas... Il y a un problème d'entretien, c'est possible. Oui. Je suis allé jouer au basket un jour et j'ai constaté que dans ces structures, les sanitaires n'étaient même plus convenables. Donc c'est un problème d'entretien. Et vous allez entendre que sur tel endroit, tel a été pillé, telle chose. Il y a un problème de suivi d'entretien. Il ne suffit pas simplement de construire. Mais sur le résultat du sport, sur le manque de résultats, je considère que c'est un problème de volonté. Parce que les autres réussissent comment? Il faut injecter de l'argent sérieusement et apporter plus de volonté. Il n'y a pas de secret. Le sport, c'est la discipline. Et tant qu'il n'y a pas de discipline sportive, tant qu'on n'y met pas les moyens, on n'a pas de résultat. C'est pas secret. Ouais, j'insiste un peu sur le sport parce que je sais que vous êtes un sportif. Le sport, on n'arrête pas tant que vous êtes
en forme, comme c'est le cas pour vous d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, Joe Washington Ebina, notre invité, vous écoutez, vous savez, pour la plupart des Congolais surtout, nous sommes suivis dans le monde entier. Nous, les amis de la diaspora, nous sommes en train de découvrir un peu ce qu'il fait ici. Pour vous qui ne venez jamais au Congo, vous qui ne le connaissiez que de nom, vous pouvez vous rassurer qu'il fait beaucoup de choses ici. En tout cas, il tend la main à la population. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de choses qui existent. Et les prochaines actions de la Fondation sont lesquelles? C'est continuer à assister là où on peut assister par rapport à nos possibilités. C'est de rester constant lorsque la demande est là. C'est de continuer à regarder le volet humanitaire ou le volet droits de l'homme comme étant un volet important à suivre. La liberté, elle est importante pour nous. C'est la base de notre conviction, c'est la base de tout ce que nous faisons. Mais il faut savoir que la liberté se partage. Donc il faut continuer à trouver des solutions en défendant les droits de l'homme. Et l'un des sujets que nous ne lâchons pas, les gens souvent nous le répéter, c'est la volonté au Congo d'un apaisement et d'une rencontre nationale. Tant que les Congolais ne se retrouvent pas autour d'une salle, autour d'un dialogue, nous considérons que les problèmes existeront toujours. Le volet, par exemple, des droits de l'homme que nous dénonçons régulièrement, c'est les arrestations que nous considérons injustice, la détention injuste du général Mokoko et du ministre Komi Salissa, qui pour nous c'est une aberration dans un pays qui aime célébrer la paix, qui aime célébrer l'indépendance et tout le reste, que nous pensions qu'il est encore acceptable d'avoir des prisonniers d'opinion, parce que nous considérons que c'est des prisonniers d'opinion, parce qu'ils ont été arrêtés suite à une élection. Et donc nous demandons l'apaisement, nous demandons à ce que ces acteurs politiques sortent de prison et que le Congo se retrouve autour d'un dialogue pour regarder son avenir, pour regarder comment évidemment apaiser le climat politique, mais aussi regarder la possibilité d'avancer. La Fondation Ebina reçoit un appel pour apporter de l'aide, en soutien, venir en aide, en SOS à une situation quelconque. Il s'avère que la situation est trop grande, compliquée. Est-ce qu'il peut arriver que vous retournez du côté du gouvernement pour demander de l'aide? Non, 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 écoutez, le gouvernement a sa propre responsabilité. Nous n'allons pas demander au gouvernement, le gouvernement est déjà informé de la réalité. La population est là, les gouvernants sont également en des familles, les gouvernants savent très bien comment est la situation. Nous essayons de faire à notre niveau. Lorsque nous ne pouvons pas faire, nous disons nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les possibilités. Il faut être réaliste et pragmatique. Vous pouvez parler, vous êtes une voix quand même qui est très écoutée. Vous n'arrivez pas, parce que la situation est trop grande, vous faites recours au gouvernement, vous demandez au gouvernement de venir faire à votre place. Non, je pense que le fait de médiatiser nos actions, souvent pousse la visibilité. Médiatiser nos actions, c'est montrer la difficulté, de montrer les problèmes. Et donc cela suffit. Mais je vous rappelle encore une fois, les dirigeants congolais sont mieux informés que nous. La Fondation Ebina, c'est seulement le Congo, seulement Brazzaville. La Fondation Ebina, c'est le Congo. Beaucoup d'étudiants ont des problèmes de salaire, plutôt de bourse. Beaucoup d'étudiants à l'étranger ont des problèmes, nous le dénonçons, nous l'avons souvent dit, qu'il est inconcevable d'envoyer la jeunesse congolaise à l'étranger et de les abandonner lorsque vous avez signé des conventions ou lorsque surtout vous avez pris la responsabilité de les envoyer. Mais laissez les Congolais, les jeunes Congolais rester au Congo s'il n'y a pas de possibilité. Pourquoi les envoyer pour que demain là-bas, que l'on prenne tout ce qui se passe? Il y a certains qui rentrent dans la délinquance. Il y a certaines jeunes filles qui rentrent dans la prostitution. Tout ça, c'est inadmissible. Et donc la Fondation n'a pas la main trop longue? Malheureusement, la Fondation peut dénoncer, la Fondation peut rappeler, la Fondation peut en parler, mais la Fondation n'a pas les moyens de régler les problèmes des jeunes et des bourses. Est-ce qu'il y a des situations, il y a des cas où la Fondation reçoit un appel pour de l'aide et que vous dites ça c'est pas à notre niveau, où il y a oui, parfaitement, oui, beaucoup de fois, énormément de fois. Nous avons malheureusement eu des situations où nous n'avons pas pu intervenir. Non, pas forcément par rapport aux moyens, mais un cas qui ne relève pas de la Fondation, est-ce que vous avez trié des cas dans ce sens-là? Écoutez, nous essayons de moins trier possible. Quand vous parlez de cas, vous parlez de cas dans le domaine médical ou dans le domaine droits de l'homme, humanitaire, la société, justice, la vie... Autant que possible. Avec ces années, avec autant d'années dans l'action, nous avons des relations avec certaines structures où nous essayons aussi d'apporter de l'assistance. Donc nous essayons de contacter au cas où il y a un besoin, au cas où il y a une solution à trouver. Mais ce n'est pas du tout facile. Hein. La Fondation, malheureusement, n'a pas la capacité de tout gérer.
La fondation n'a pas la capacité de tout gérer. Mesdames, messieurs, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes contents d'être là, nous sommes contents surtout de recevoir ce grand homme. Beaucoup de respect, les Congolais le savent, vous jouissez d'une forte popularité par rapport à tout ce que vous avez fait au niveau du pays, même si vous rejetez toujours une proposition ou encore une situation du genre députation, quelque chose comme ça, mais vous avez... Non, vous savez, il faut être réaliste et pragmatique. Lorsque vous me parlez de députés ou de reste, les députés en soi n'ont pas la capacité de changer la République. Les députés en soi ne gèrent pas le trésor public. Il faut être conséquent et être réaliste. Les fonds au Congo sont gérés par le gouvernement. Et si le gouvernement considère que ce n'est pas une priorité de régler certains problèmes, nous ne trouverons jamais de solution. Vous pensez que ceux qui soignent au CHU, qui se plaignent de leur salaire, il y a beaucoup de domaines où aujourd'hui les Congolais se plaignent parce qu'ils ne sont pas payés. Écoutez, c'est pas normal. Et lorsqu'on regarde après, il y a des fêtes qui sont organisées, et il y a des colloques qui sont organisés, il y a des sommets qui sont organisés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la priorité des dirigeants est ailleurs. Vous avez fait un tour à la FIAC, la Foire internationale de l'artisanat du Congo? Non. Avec le ministère des PME? Non, j'y suis pas allé. On nous a dit qu'il y a des soucis avec les ministres, les étrangers qui sont arrivés sur le logement au niveau de Radisson, tout ça. Vous n'êtes pas au courant? Non, je ne suis pas du tout au courant. Je ne suis pas au courant de tout. Mais je ne suis pas informé sur ça. Ok, d'accord. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour nous de recevoir ici M. Joe Washington Ebina. Un message, c'est vrai que la diaspora vous regarde aussi, même ici bien entendu, un message à l'endroit de toutes ces personnes qui nous regardent. Ben écoutez, un message à la diaspora, c'est un message d'encouragement. Oui. Les réseaux sociaux sont devenus une force de dissuasion, une force de vérité. Et donc je demande à la diaspora de continuer à s'intéresser et à se soucier de la réalité congolaise. Même par votre visibilité, même par ce que vous dites, parfois c'est pas toujours du vrai, parfois il y a beaucoup de polémiques, mais à la fin, l'intérêt c'est le Congo. Est congolais celui qui est au Congo, et aussi congolais celui qui est en France. Donc nous respectons l'action de la diaspora et nous les invitons à continuer à se battre parce que de toute manière, le Congo nous appartient tous et nous avons tous la responsabilité d'y apporter une amélioration. Nous avons tous la liberté d'y apporter une amélioration, ça sera donc votre dernier mot. Merci à vous, M. Joe Washington Ebina, d'accepter notre invitation. Merci. Merci à toutes ces personnes qui nous regardent à travers le monde entier. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt. Au revoir.